Ils ont simplement évoqué les cibles américaines dans le sud de l'Iran. Et voici ce qu'on a appris, au moins d'après les médias. Ils ont visé Kangan, Bandar Abbas, l'île de Keshm, Sirik, Jam, Jask et Konarak, plusieurs sites là-bas. Cette fois, c'était un peu différent, parce que la nuit dernière, ils ont utilisé des avions de chasse pour frapper les cibles. La nuit précédente, en revanche, ils opéraient depuis deux endroits, l'un à Bahreïn et l'autre au Koweït, pour viser l'Iran, la partie ouest du pays, la province du Khuzestan et la zone proche du détroit d'Ormuz. Voilà les cibles choisies par les Américains. On dirait que l'Iran... Attendez, je vais afficher la carte des cibles iraniennes dans le golfe Persique. Voilà, ce sont les cibles iraniennes. Avant-hier soir, ils ont visé l'une des principales zones utilisées à la frontière entre le Koweït et l'Irak pour frapper des cibles au Khuzestan, dans l'ouest de l'Iran. Il semble que l'Iran ait fait quelque chose d'important, parce que la nuit dernière, on n'a rien entendu sur l'utilisation des HIMARS, ni sur quoi que ce soit lié aux HIMARS au Koweït. En revanche, on a eu des rapports faisant état de HIMARS à Bahreïn. Et ça, c'était important, parce que d'après ce qu'on a entendu, l'Iran aurait lancé plus de 30 missiles et drones sur Bahreïn la nuit dernière. Il semble que la cible ait été les HIMARS, ou peut-être les installations, quelque chose d'important à Bahreïn. J'aimerais en savoir plus là-dessus et connaître votre analyse. Mais l'autre point important, c'est Oman. Oman, en ce moment, vous savez, fait partie des cibles de l'Iran, ou en tout cas, c'était une cible avant hier soir. Et il y a deux éléments essentiels. D'abord, le radar américain à longue portée installé à Oman, et ensuite, le port logistique de la marine américaine à Duqm, toujours à Oman. Voilà ce que nous savons de la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis. Quelle est votre lecture de tout cela? Que s'est-il passé la nuit dernière et qu'est-ce qu'on peut comprendre des cibles visées par l'armée iranienne ou par les gardiens de la révolution? Il faut bien garder à l'esprit que les Iraniens ne laissent pas leurs équipements à découvert. Toutes ces bases souterraines dont on parle depuis un an environ, c'est là que l'Iran stocke ses moyens militaires, dans ses différentes installations sous terre. Alors, quand les Américains disent « nous avons visé un dépôt de drones iraniens », c'est n'importe quoi. Les Iraniens gardent leurs drones, leurs missiles et tout leur matériel militaire profondément enfoui, dans des zones protégées. Ils les sortent pour tirer, puis les soldats se replient eux aussi dans des zones sécurisées. Et s'il y a quoi que ce soit en dehors de ces bases souterraines, c'est dispersé. Ils ne sont pas regroupés. Donc, vous avez des missiles cachés dans différentes zones et ils peuvent les lancer sans passer par les tunnels des bases. Ça rend les choses très difficiles, voire presque impossibles, pour les Américains de détruire ces équipements. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Par exemple, pour beaucoup des incendies qu'on a vus, il s'agissait de cibles civiles. Ils ont bombardé des ports, ils ont bombardé des bateaux appartenant à des particuliers. Ce sont des bateaux de pêche, des barges, ce genre de choses pour la plupart. Et les Américains, par dépit, les ont attaqués. Ils ont attaqué des cibles civiles à plusieurs endroits, notamment, comme on s'en souvient tous, la ligne ferroviaire entre l'Iran et l'Asie centrale et aussi entre Téhéran et Mashhad, pendant les funérailles, environ 8 heures avant la cérémonie à Mashhad. C'est pour ça qu'il est très difficile pour les Américains de détruire les capacités militaires de l'Iran. En revanche, les Iraniens ont beaucoup plus de facilité à frapper les installations américaines, parce qu'elles ne sont pas dans des bases souterraines. Elles sont stockées dans des bâtiments ou simplement protégées de la chaleur, mais elles restent toutes à la surface. Elles ne sont pas enterrées. Donc, quand un drone iranien frappe un bâtiment ou une installation sur une base américaine,
Les dégâts sont importants, sauf si le bâtiment est vide. Mais malgré tout, le bâtiment ne sera pas utilisé à l'avenir, surtout dans ces conditions où la température peut atteindre presque 50 degrés, avec parfois 100% d'humidité dans ces pays. C'est très mauvais pour les systèmes d'armes américains. Les Iraniens, comme vous l'avez souligné, ont aussi frappé Oman pour la première fois. Ils ont frappé très fort. C'était une attaque surprise et ils ont détruit des équipements américains sur place, notamment des radars et des dispositifs de brouillage utilisés pour aider les navires à traverser le détroit d'Oman. Un autre objectif des Iraniens, très stratégique, ce sont les pétroliers et les navires qui tentent de passer par le détroit d'Ormuz en empruntant le couloir américain, ce qui constitue une violation. Le simple fait qu'il existe est une violation du protocole d'accord. Et la nuit dernière, ils ont de nouveau frappé des pétroliers. Et le prix du pétrole, je crois, a augmenté ces 2 ou 3 derniers jours, de je ne sais pas, peut-être 10-15 $ maintenant. Donc, les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz, bien sûr. Les Américains ont imposé un blocus, mais les Iraniens ont un avantage. Depuis la signature du protocole d'accord, ils ont rapidement exporté des dizaines de millions de barils de pétrole iranien. Beaucoup de pétroliers pleins de brut étaient bloqués dans le golfe Persique. Pendant que le blocus était en vigueur, les Iraniens ont rempli tous les navires disponibles dans le golfe. Ils les ont préparés pour le jour où ils pourraient partir. Et dès que l'accord a été signé, l'Iran a exporté ce pétrole. Et depuis, ils exportent bien plus de pétrole que les autres pays du golfe Persique, parce qu'ils étaient prêts. Ils s'étaient préparés à cette situation et ils ont évidemment donné la priorité à leurs propres navires. Et l'Iran a importé beaucoup de produits essentiels, ce qu'il n'avait pas pu faire pendant ces 2 mois-là. Et d'un autre côté, les Américains n'ont pas réussi à réduire la pénurie de pétrole. Quant aux autres biens produits dans le golfe Persique, comme l'hélium, les engrais, tout ce qui vient des usines pétrochimiques, ces pénuries se sont même aggravées, parce que le nombre de navires qui passent par le détroit d'Ormuz est très limité et qu'ils transportent surtout du pétrole. Donc, la pénurie de pétrole ne s'est peut-être pas aggravée, mais elle ne s'est certainement pas améliorée non plus. Quand Trump disait à l'époque, au moment de la signature du protocole d'accord, qu'on n'avait que 4 semaines de réserve de pétrole, je ne pense pas que la situation ait beaucoup changé depuis. L'Iran s'est préparé, et les Américains, eux, ne sont pas dans une bonne position. Et très rapidement, quand les Américains ont commencé à frapper l'Iran, les Iraniens ont riposté très durement ces dernières nuits. Et la nuit dernière en particulier, l'Iran a frappé très fort, au point de bloquer complètement le passage des pétroliers. Je pense que l'une des erreurs des Américains, c'est que par le passé, les Iraniens ne touchaient pas aux pétroliers, ou alors très rarement, parfois avec de petits drones, mais sans frapper fort. Or, au cours des dernières 24 à 48 heures, les Iraniens ont frappé les pétroliers très durement, et cette fois avec des missiles, pas avec des drones. Et bien sûr, c'est pour s'assurer qu'aucun autre pétrolier ne passe par là. Le corridor américain est donc devenu extrêmement coûteux et dangereux pour les navires. Et c'est en partie pour cette raison que le prix du pétrole a grimpé aussi brutalement. Hier, il y a eu 2 rapports. L'un d'eux affirmait que l'Iran avait frappé 2 superpétroliers appartenant aux Émirats arabes unis. Et selon l'annonce du corps des gardiens de la révolution islamique, les États-Unis auraient trompé ces 2 navires en leur faisant croire qu'ils pouvaient traverser le détroit d'Ormuz en toute sécurité. Ensuite, l'Iran les aurait avertis, mais ils n'auraient pas écouté. Ils auraient continué sur une route minée et ils auraient été touchés par des missiles.
Honnêtement, je ne sais pas exactement quelle était la situation dans le détroit. Mais hier soir, on a appris que les États-Unis tentaient de forcer certains de ces superpétroliers à entrer dans le détroit pour essayer de percer le blocus iranien, ou du moins de contourner le contrôle exercé par l'Iran sur cette zone. Eh bien maintenant, les Iraniens ont fermé le détroit, et les Américains aussi. Donc plus rien n'a le droit de passer. Et les Iraniens, comme vous l'avez justement souligné, utilisent des missiles. Ils ne se contentent plus de simples avertissements, ou au pire, de tirer un drone. Non, ils frappent directement les navires avec des missiles. Du coup, les autres navires encore dans le golfe Persique, ou plus loin dans la mer d'Oman, évitent complètement le détroit d'Ormuz. Et puis, pour la première fois, l'Iran, en frappant Oman, a détruit de nombreux équipements américains qui étaient utilisés contre lui. L'Iran a pris les Américains par surprise, et aussi Oman, qui avait permis aux Américains d'agir depuis son territoire. Et ces destructions ont rendu les choses beaucoup plus faciles pour les Iraniens, qui peuvent désormais frapper les pétroliers, refusant d'obéir aux exigences de la marine iranienne. Tu sais, Nima, ce n'est pas une guerre que les Américains peuvent gagner. Et l'Iran riposte très violemment. Trump dit qu'il va frapper très fort. Il a dit hier soir qu'il frapperait fort. Et ce soir, je suis sûr que les Iraniens vont continuer à riposter avec la même intensité. Chaque jour qui passe, la pénurie d'énergie s'aggrave, la pénurie d'autres ressources aussi. Et le monde se rapproche d'une crise économique, ce que Trump lui-même a reconnu. Ce n'est pas comme s'il ignorait tout ça. Il l'a littéralement souligné quand aux États-Unis, certains membres des élites politiques l'attaquaient pour avoir signé le protocole d'accord, un texte qui clairement favorisait l'Iran. Il y a des gens qui débattent des raisons pour lesquelles l'Iran a décidé de signer le protocole d'accord et qui critiquent Téhéran pour ceci ou cela. Et il y a à l'intérieur comme à l'extérieur du pays des inquiétudes du côté des décideurs iraniens. L'une d'elles, c'est que ce n'est pas seulement les États-Unis qui profitent du protocole d'accord ou de la situation après sa signature. L'Iran aussi en tire parti. Un des rapports publiés aujourd'hui dans le Washington Examiner indique que pendant les 26 jours entre la signature du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran et le rétablissement récent du blocus américain, Téhéran aurait expédié pour plus de 6 milliards de dollars de produits pétroliers à des acheteurs étrangers. Alors, quel est l'état d'esprit du côté iranien? Comment les Iraniens le perçoivent-ils? Je ne parle pas des décideurs, ni de ceux qui ont participé aux négociations. Les opinions sont diverses. Il y en a qui disent qu'on n'aurait jamais dû signer d'accord, qu'on aurait dû continuer la guerre. Ils ont leurs arguments. Selon eux, les Américains étaient en position de faiblesse et il aurait fallu poursuivre jusqu'à ce qu'ils capitulent. Ceux qui soutenaient les sanctions disaient « Eh bien, nous aussi, on avait besoin de ravitaillement. On avait besoin d'argent pour soutenir la population, pour soutenir les forces armées et pour aider nos alliés dans la région. » Mais même parmi ceux qui étaient favorables aux négociations, il y avait, disons, deux approches différentes. Certains pensaient qu'on aurait dû obtenir plus de concessions, d'autres estimaient que c'était suffisant. Moi, personnellement, je pense qu'on aurait pu obtenir davantage de concessions. Et je pense que si, enfin, à mon avis, comme tu le sais, on en a parlé en privé ces derniers mois, mon opinion, c'était qu'on aurait dû continuer la guerre encore quelques jours, une guerre d'environ 39-40 jours. Et je pense aussi qu'on aurait dû signer le protocole d'accord 2 ou 3 semaines plus tard pour mettre davantage de pression sur les États-Unis concernant le marché du pétrole. Mais ça, c'était mon avis. D'autres disent que le gouvernement iranien a besoin d'argent pour faire tourner le pays et que nos alliés dans la région
ont besoin d'un soutien financier. Pour ma part, je crois qu'on a probablement vendu bien plus de 6 milliards de dollars de pétrole. Mais quoi qu'il en soit, je pense que dans l'ensemble, les Iraniens étaient méfiants vis-à-vis du protocole d'accord. Parce que, pendant cette période, ils ont très vite compris que les États-Unis n'allaient pas respecter leurs engagements. Je veux dire, dans toutes les réunions que j'ai eues ou les discussions que j'ai eues avec des gens bien informés ou à moitié informés, personne ne croyait que les Américains allaient vraiment tenir leurs engagements. Certains étaient plus sceptiques que d'autres. Mais en général, personne, à huis clos ou dans les conversations privées, ne pensait que Trump allait faire pression sur les Israéliens. Mais l'argument, c'était qu'il fallait gagner du temps, qu'il fallait se préparer à la prochaine vague. Parce que d'après ce que j'ai compris, le consensus, c'était que ce n'était pas fini et qu'on allait avoir encore plus de sièges et encore plus de guerres. Et en effet, on a eu plus de sièges et plus de guerres. Et les Iraniens savaient que dans le cadre du protocole d'accord, ils pouvaient arrêter de coopérer. Ils n'ont pas besoin d'en sortir. Il leur suffit de dire « Vous ne respectez pas vos engagements, alors nous ne respecterons pas les nôtres ». Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Les Iraniens ont cessé de coopérer et d'autoriser le passage des navires. Les Américains ont fait la même chose. C'est l'arme la plus puissante de l'Iran contre les États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui a au départ forcé les Américains à signer le protocole d'accord. Voilà pour un premier aspect. Et puis il y a aussi une autre question que je voulais soulever. Beaucoup se demandent pourquoi l'Iran ne frappe pas, pour l'instant, le régime israélien. Et je pense que c'est assez clair. La raison, c'est que tout tourne autour du détroit et que les Américains ont violé tous leurs engagements, puis créé ce corridor dans le détroit pour affaiblir l'influence de l'Iran. Et une fois qu'ils ont affaibli cette influence, ils n'ont plus besoin de respecter leurs engagements, puisque les Iraniens n'ont plus aucun moyen de les y contraindre. Donc, l'enjeu principal, c'était le détroit d'Ormuz. Et c'est pour ça que les Iraniens se concentrent sur le détroit d'Ormuz. Si l'Iran perd le contrôle du détroit d'Ormuz, Trump aura l'avantage. Si l'Iran l'emporte dans le détroit d'Ormuz, Trump est battu. Du coup, toute l'attention des deux camps s'est concentrée sur le détroit d'Ormuz. À mon avis, la priorité du pays en ce moment, c'est de se concentrer sur la défaite des États-Unis. Et jusqu'ici, ils s'en sortent vraiment très bien. Je ne vois aucun scénario où les États-Unis prendraient l'avantage. Et souvenez-vous, même si les États-Unis lançaient, d'une manière ou d'une autre, une opération terrestre sous cette chaleur étouffante de la péninsule arabique. Enfin, je ne sais pas exactement quelles sont les températures à Dubaï ou dans les environs, mais ça doit tourner autour de 45, 46 degrés. Je ne sais pas. C'est plus que ça. C'est plus que ça, professeur. Ça va monter à 55, 60, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Et puis l'humidité est à 100%. Donc même s'il fait 40 degrés, c'est comme 55 à Téhéran. Enfin, 100% d'humidité, c'est juste, disons que c'est en Celsius. Ce n'est pas en Fahrenheit. Oui, oui. Celsius. Celsius. Alors, si on part du principe que les États-Unis lancent une attaque terrestre et que les Iraniens s'y préparent aussi, disons que les Américains prennent quelques îles et une partie du continent, les Iraniens, eux, vont tirer des missiles depuis tout le pays. Et d'ailleurs, ces derniers jours, si vous avez remarqué, les Iraniens n'ont pas utilisé de missiles longue portée. Ils ont utilisé des missiles courte portée et beaucoup de drones. Donc, ils frappent l'ennemi, mais sans recourir aux missiles longue portée.
Mais de toute façon, si les Américains lancent une invasion terrestre, ça ne changera rien. Parce que l'Iran peut frapper toute la région du Golfe Persique et n'importe quelle zone autour du détroit d'Ormuz, depuis n'importe quel point du territoire iranien. Depuis n'importe où en Iran, ils peuvent viser leurs cibles. Mais le bon côté, c'est que la nuit dernière, alors que les Américains étaient censés frapper très fort et que Trump disait qu'il allait marteler l'Iran, eh bien, l'Iran a frappé les États-Unis bien plus durement que les États-Unis n'ont frappé l'Iran. Et cette nuit-là, l'Iran a été très généreux avec ses missiles et ses drones. Il a frappé très fort, partout.